À 4 heures du matin, un convoi de 57 camions glisse près de la frontière togolaise, trop ordonné pour n'être qu'un hasard. Sous des sacs de farine et des caisses de lait, les soldats découvrent fusils, grenades, roquettes et missiles. Une cargaison évaluée à 700 millions de dollars, marquée de codes récents et d'origines multiples. Si une telle logistique existe, que signifie-t-elle pour la sécurité quotidienne? Et pourquoi Ibrahim Traoré parle-t-il d'un complot plus vaste qu'une simple saisie? Parce qu'un réseau ainsi conçu peut se déplacer, se répliquer et frapper ailleurs. Ce dossier ne se limite pas à raconter une interception spectaculaire sur une route déserte. Il promet d'expliquer comment une opération apparemment logistique peut devenir une arme stratégique, capable d'atteindre un État sans affrontement direct. L'enjeu tient en une idée simple, formulée en quelques mots. Comprendre la méthode cachée qui rend une ingérence possible. À partir de ce point, chaque détail observé, horaire, itinéraire, paiement, silence, prend une valeur nouvelle et dépasse le fait divers. L'intérêt pour le lecteur est double. D'abord, saisir pourquoi des réseaux complexes privilégient la discrétion à la violence et comment cette approche contourne les systèmes d'alerte classiques. Ensuite, mesurer ce que révèle cette affaire sur les vulnérabilités d'un pays et par extension d'une région entière. Le risque n'est pas abstrait. Si un schéma fonctionne une fois, il peut être reproduit ailleurs, sous d'autres formes, avec d'autres prétextes. Ce récit avance donc avec une promesse claire. Montrer comment, une nuit précise à Miso, au jour un mode opératoire transnational, et pourquoi en tirer les leçons devient une question de souveraineté durable. En moins de 2 heures, les enquêteurs comprennent que les 57 camions ne proviennent pas d'un même point de départ, mais qu'ils ont convergé selon un schéma précis, inédit par son niveau de synchronisation. Ce simple constat, appuyé par le nombre de véhicules impliqués, suffit à écarter l'hypothèse d'une contrebande opportuniste et ouvre une lecture beaucoup plus large de l'événement. Jusqu'alors, les interceptions observées dans la région concernaient rarement plus de quelques camions, souvent liés à des réseaux locaux, fragmentés et peu coordonnés. Ici, tout diffère. Les trajets ont été planifiés séparément. Les conducteurs ne se connaissaient pas. Et pourtant leurs itinéraires se rejoignaient à des points calculés à l'avance. Cette convergence révèle une logique d'ingénierie logistique, pensée pour se fondre dans la routine des échanges commerciaux ordinaires. Le contexte régional accentue encore cette lecture. Le Burkina Faso, situé au cœur du Sahel, fait face à des frontières étendues, difficiles à surveiller en continu, et à une pression sécuritaire constante. C'est précisément cette combinaison, vaste distance, trafic régulier, capacité de contrôle limitée, qui rend possible une attaque sans affrontement direct. Le convoi n'est donc pas une anomalie isolée, mais l'illustration concrète d'une vulnérabilité structurelle. Informé très tôt, Ibrahim Traoré comprend que la question centrale n'est pas seulement ce qui a été saisi, mais ce que cette saisie révèle. Si un tel dispositif a pu être assemblé, financé et synchronisé, alors d'autres peuvent exister, ailleurs ou plus tard. Le basculement analytique se produit à cet instant. L'enquête ne cherche plus uniquement des coupables, elle cherche à décoder une méthode. Cette mini-révélation transforme la suite du dossier. Chaque détail, même anodin en apparence, devient une pièce potentielle d'un mécanisme beaucoup plus vaste que la simple circulation d'armes. La première figure a donné un visage humain à l'enquête est le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières dans la région des Canaries. Habitué aux routes nocturnes et aux anomalies discrètes, il remarque immédiatement une colonne avançant sans phare, trop régulière pour relever de l'improvisation. Cette intuition initiale, forgée par des années de terrain, déclenche une réaction rapide mais mesurée, loin des procédures lourdes et visibles. Kaboré rassemble en urgence une équipe réduite, une quinzaine de soldats, 2 véhicules blindés légers et un drone prêté par l'armée. L'objectif n'est pas d'intercepter brutalement, mais d'observer,
de confirmer, puis de verrouiller le passage au moment opportun. Ce choix tactique limite l'effet d'alerte et empêche la dispersion des camions vers des pistes secondaires. Un scénario fréquent dans les trafics classiques. Les premiers arrêts confirment le pressentiment. Sous des marchandises banales apparaissent en fait des caisses scellées, standardisées, identiques à celles utilisées sur des théâtres de conflits lointains. Un conducteur affirme transporter du matériel agricole, tandis qu'un itinéraire codé retrouvé sur lui indique plusieurs points de convergence minutieusement synchronisés. À ce stade, l'affaire dépasse déjà la simple compétence locale. L'impact de cette décision individuelle est immédiat. En agissant avant toute communication officielle, l'unité improvisée empêche la dilution des preuves et préserve la cohérence de l'enquête. Les informations collectées sur place servent ensuite de base aux analyses nationales, permettant à Ibrahim Traoré et aux autorités centrales de comprendre rapidement l'ampleur du dispositif. Ce moment illustre un basculement clé. Une vigilance personnelle devient la première barrière contre une opération conçue à grande échelle. Sans cette lecture précoce, le convoi aurait pu franchir la frontière sans laisser de traces exploitables, modifiant silencieusement l'équilibre sécuritaire du pays. Avant l'interception, tout semble suivre un cours presque banal. Des camions circulent séparément, empruntent donc des routes secondaires, respectent des horaires étalés pour éviter toute concentration suspecte. Les chauffeurs reçoivent des instructions fragmentées, parfois contradictoires, suffisantes pour avancer sans jamais disposer d'une vue d'ensemble. Après l'alerte donnée par Moussa Kaboré, cette normalité apparente se fissure rapidement et révèle une architecture bien plus complexe. Le premier camion immobilisé agit comme un déclencheur. Les soldats découvrent des caisses soigneusement scellées, dissimulées sous des produits alimentaires, destinés à masquer le contenu réel. Quelques minutes plus tard, un second véhicule est arrêté, puis un troisième. À chaque nouvelle interception, des similitudes apparaissent, même type d'emballage, même code logistique, mêmes itinéraires notés de façon cryptée. L'opération change d'échelle en temps réel, passant d'un contrôle isolé à une lecture systémique. La montée en intensité est rapide. En l'espace de quelques heures, le nombre de véhicules contrôlés augmente et les autorités comprennent que le convoi n'est pas une file continue, mais une constellation mobile conçue pour se recomposer au dernier moment. Les chauffeurs ne se connaissent pas, mais leurs trajets convergent qu'avec une précision quasi militaire. Cette synchronisation devient le premier indice d'une planification extérieure, pensée pour tester la capacité de réaction de l'État. Le point culminant survient lors des auditions. Un conducteur explique qu'un contact lui a garanti une fenêtre précise, entre 3h45 et 4h20, durant laquelle la route serait entièrement dégagée. Cette information transforme la lecture de l'événement. Quelqu'un maîtrise non seulement les flux logistiques, mais aussi la temporalité des contrôles. Le convoi n'avance pas à l'aveugle, il s'inscrit dans un calendrier calculé. À partir de là, les répercussions se multiplient. Les premières analyses croisent itinéraires, appels téléphoniques et transferts financiers. Des liens apparaissent entre différents points de départ, parfois éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. Les autorités burkinabées comprennent que l'interception ne représente qu'une fraction d'un dispositif plus large, potentiellement reproductible ailleurs dans la région. Chaque information collectée ajoute une couche de compréhension, mais aussi d'inquiétude. Ibrahim Traoré est informé au fil des heures. Sa lecture évolue en même temps que celle des enquêteurs. Ce qui pouvait passer pour une opération de contrebande devient un test grandeur nature de la résilience étatique. La question n'est plus de savoir combien d'armes ont été saisies, mais ce que cette tentative révèle sur la capacité de l'État à détecter une menace enveloppée dans la routine quotidienne. Cette prise de conscience marque un tournant politique et stratégique. Les heures suivantes laissent place aux premiers effets de choc. Des rumeurs circulent, des hypothèses contradictoires émergent, et la pression médiatique monte. Pourtant, la séquence des événements impose une conclusion provisoire. L'État
a interrompu une mécanique conçue pour rester invisible. Cette rupture, même partielle, force les acteurs impliqués à se replier, à ajuster leur plan et à révéler malgré eux des fragments de leur stratégie. Ainsi, la ligne des événements ne raconte pas seulement une nuit d'interceptions successives. Elle décrit le passage d'un avant, où la menace circulait sans être perçue, à un après, où chaque détail devient un signal. Ce basculement constitue le véritable cœur de l'affaire, bien au-delà de la saisie elle-même. Au départ, le Burkina Faso traitait surtout des interceptions ponctuelles, impliquant quelques véhicules isolés. Cette fois, le passage à 57 camions marque un changement d'ordre de grandeur qui oblige les enquêteurs à revoir leur cadre d'analyse. Ce delta n'est pas seulement numérique. Il indique une capacité de financement, de coordination et de projection logistique bien supérieure à ce que produisent habituellement des réseaux locaux fragmentés. La première mesure clé concerne la valeur estimée de la cargaison. Les armes saisies sont évaluées à environ 700 millions de dollars, un montant qui dépasse largement les budgets opérationnels annuels de nombreuses forces de sécurité de la région. Cette somme ne décrit pas seulement un stock d'armement, elle traduit un investissement stratégique, conçu pour produire des effets durables plutôt qu'un gain rapide. En d'autres termes, l'objectif ne peut être réduit à la revente opportuniste. La seconde donnée porte sur la temporalité. Les chauffeurs évoquent une fenêtre opérationnelle précise, limitée à 35 minutes, durant laquelle la route devait être totalement libre. Une telle précision implique un accès à des informations sur les contrôles, les rotations d'équipe et les angles morts du dispositif frontalier. Par rapport au trafic classique, souvent adaptatif et improvisé, ce niveau de synchronisation représente un saut qualitatif majeur. Il suggère une phase de reconnaissance préalable et une cartographie fine des routines étatiques. La troisième mesure concerne l'origine et la diversité des armes. Les codes de production récents, notamment datés de 2000, coexistent avec des équipements provenant de stocks libyens et yéménites. Cette dispersion géographique indique une chaîne d'approvisionnement éclatée mais intégrée, capable d'agréger des flux issus de plusieurs continents. Là encore, la différence avec un réseau artisanal est nette. La diversité n'est pas le fruit du hasard, mais d'une capacité à arbitrer entre sources selon les opportunités. Ces chiffres prennent tout leur sens lorsqu'ils sont replacés dans la lecture politique de l'événement. Informé en temps réel, Ibrahim Traoré insiste pour que chaque numéro de série soit vérifié et que chaque transaction financière associée soit recoupée. L'objectif n'est pas seulement d'établir des responsabilités, mais de comprendre le rendement stratégique recherché par les commanditaires. Pourquoi investir autant, aussi précisément, pour une opération censée rester visible? Les audits financiers renforcent cette approche. Les enquêteurs identifient des schémas de paiement fragmentés en surface, masquant des volumes bien plus importants en arrière-plan. Cette structure est cohérente avec une logique de test. Mesurer jusqu'où un dispositif peut aller sans déclencher d'alerte majeure. Comparé au flux habituel détecté dans la région, ce montage financier apparaît plus sophistiqué, moins exposé, et donc plus difficile à interrompre. Pris ensemble, ces éléments quantitatifs dessinent une trajectoire claire. Le passage d'interception marginale à une opération de grande ampleur, la compression temporelle extrême et la valeur exceptionnelle des armes signalent une tentative de franchir un seuil. Ce seuil n'est pas seulement sécuritaire, il est institutionnel. Il vise à éprouver la capacité de l'État à lire des signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des chocs visibles. Ainsi, les chiffres ne servent pas ici à impressionner. Ils fonctionnent comme des marqueurs de méthode. Ils montrent comment une attaque peut être calibrée pour rester sous le radar tout en conservant un potentiel de déstabilisation élevé. C'est précisément cette lecture, fondée sur le contraste entre un baseline connu et un delta inédit, qui oriente désormais l'enquête et les décisions stratégiques à venir. Deux lectures contradictoires s'affrontent rapidement.
autour de l'affaire. La première, défendue par certains observateurs internationaux, considère la saisie comme l'illustration d'un trafic d'armes classique, amplifié par le contexte politique. Selon cette hypothèse, la concentration inhabituelle de camions relèverait d'une opportunité logistique exceptionnelle, plutôt que d'un plan structuré. Les partisans de cette lecture soulignent que les routes sahéliennes sont régulièrement utilisées par des réseaux criminels capables, ponctuellement, de mutualiser leurs moyens. Ils ajoutent que la mise en avant de l'opération pourrait servir à légitimer un durcissement sécuritaire interne, au risque de surinterpréter des indices encore partiels. La seconde hypothèse adopte une perspective beaucoup plus large. Elle s'appuie sur la synchronisation des itinéraires, la diversité des origines des armes et la sophistication des flux financiers, pour affirmer que l'opération dépasse largement le cadre d'un trafic opportuniste. Dans cette lecture, la saisie n'est pas une fin en soi, mais un révélateur. Le convoi aurait été conçu pour tester la capacité de l'État à détecter une menace enveloppée dans la normalité économique, sans recours à la violence directe. Le volume, le calendrier précis et l'investissement financier suggèrent une intention stratégique plutôt qu'un calcul criminel à court terme. La confrontation de ces deux cadres impose une évaluation rigoureuse des faits disponibles. La première hypothèse explique difficilement la fenêtre temporelle de 35 minutes annoncée au chauffeur, ni la convergence planifiée de véhicules partis de points distincts. Elle rend aussi imparfaitement compte de la dispersion géographique des sources d'armement, rarement observées dans des réseaux locaux, cherchant avant tout la rapidité et le profit immédiat. En revanche, elle rappelle utilement le risque d'exagération narrative et la nécessité de distinguer preuves établies et interprétations politiques. La seconde hypothèse gagne en cohérence à mesure que les audits avancent. Les correspondances entre routes, paiements et BTC intermédiaires dessinent une architecture reproductible, conçue pour s'adapter à différents contextes nationaux. Cette logique correspond davantage à un essai grandeur nature qu'à une simple tentative de livraison. Elle explique aussi pourquoi l'opération semble calibrée pour rester invisible jusqu'au dernier moment, limitant ainsi les coûts politiques pour ses commanditaires. Dans ce débat, le choix analytique opéré par les autorités burkinabées, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, s'oriente vers la seconde lecture, non par réflexe idéologique, mais parce qu'elle permet d'anticiper des scénarios futurs plutôt que de clore prématurément le dossier. Adopter cette hypothèse ne signifie pas exclure toute instrumentalisation interne. Cela revient à traiter l'affaire comme un signal faible majeur, dont les implications dépassent largement l'événement initial. Ce passage par le Stillman n'apaise pas les tensions interprétatives, mais il clarifie l'enjeu central. Décider si l'on regarde cette nuit comme une anomalie isolée ou comme un prototype destiné à être reproduit ailleurs. Le basculement intervient lorsque les enquêteurs établissent que le convoi intercepté ne constitue pas une opération isolée, mais la première phase visible d'un dispositif extensible. Des itinéraires secondaires, jusque-là jugés sans importance, apparaissent soudain comme des branches potentielles d'un même schéma. Cette lecture change l'échelle de l'affaire. Il ne s'agit plus seulement de protéger une frontière nationale, mais d'anticiper une dynamique régionale capable de se déplacer rapidement. À ce stade, les analyses montrent que certains trajets du convoi principal croisent d'autres routes menant vers des pays voisins du Sahel. L'objectif implicite devient plus clair. Tester un point, mesurer la réaction, puis ajuster ailleurs. Cette méthode réduit les risques pour les commanditaires tout en multipliant les options stratégiques. La menace n'est donc pas concentrée, elle est distribuée. Informé de cette lecture élargie, Ibrahim Traoré insiste pour que l'enquête dépasse le cadre strictement burkinabé. Les échanges avec les partenaires régionaux s'intensifient et les données collectées sont comparées à des incidents similaires observés ailleurs. Cette mise en perspective révèle un changement de nature. L'opération visait moins à livrer des armes qu'à cartographier les failles institutionnelles du Sahel. La révélation médiane est là. Ce qui semblait une saisie majeure devient un signal précoce.
Un avertissement discret indiquant que la prochaine tentative pourrait être différente, mieux synchronisée et déplacée géographiquement. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La saisie révèle que les dispositifs existants, bien qu'efficaces ponctuellement, restent vulnérables à des opérations conçues pour se fondre dans la routine économique. Les autorités réagissent en renforçant les contrôles ciblés et en révisant les protocoles de partage d'informations entre services. Cette adaptation rapide évite une crise immédiate, mais elle met aussi en lumière la nécessité d'investissements durables dans la détection et l'analyse, au-delà des réponses d'urgence. Ibrahim Traoré insiste alors sur une lecture stratégique. Il ne s'agit pas seulement de fermer une brèche, mais de comprendre comment elle a pu rester invisible. Pour les entreprises, notamment celles du transport et de la logistique, l'impact est plus ambigu. D'un côté, l'affaire crée une inquiétude légitime face à un durcissement des contrôles susceptible de ralentir les flux commerciaux. De l'autre, elle souligne l'importance de chaînes d'approvisionnement transparentes et traçables. Les acteurs économiques comprennent que leur crédibilité dépend désormais de leur capacité à démontrer l'origine et la destination réelle des marchandises. Ce changement de perception transforme certaines pratiques, autrefois tolérées, en risques réputationnels majeurs. Du côté des citoyens, la conséquence est avant tout psychologique et sociale. La découverte d'un complot potentiellement transnational suscite d'abord la crainte, puis une forme de mobilisation. Dans les zones frontalières, la population prend conscience que la sécurité ne repose pas uniquement sur les forces armées, mais aussi sur l'attention portée aux anomalies du quotidien. Les discussions publiques évoluent, passant de la peur diffuse à une interrogation plus structurée sur la souveraineté et la responsabilité collective. Cette évolution modifie la relation entre l'État et la société, en créant une attente accrue de transparence. À l'échelle régionale, enfin, les faits dépassent largement le Burkina Faso. Les pays voisins observent l'opération comme un cas d'école. Elle démontre qu'une menace peut être calibrée pour tester un seul maillon avant de s'étendre. En réponse, des échanges sécuritaires s'intensifient et certains États réévaluent leur propre vulnérabilité frontalière. La saisie agit ainsi comme un catalyseur, incitant à une coopération plus étroite dans un Sahel déjà sous pression. Ces 4 niveaux de conséquences convergent vers une même conclusion provisoire. L'affaire n'a pas seulement interrompu un convoi, elle a déplacé les lignes de vigilance pour les institutions, l'économie, la société et la région entière. Ce déplacement constitue le véritable impact de l'événement, bien plus durable que la saisie matérielle elle-même. Le premier scénario, dit de continuité, suppose que les mesures correctives engagées après la saisie produisent des effets graduels, sans modifier en profondeur l'environnement régional. Si les contrôles restent renforcés et que les échanges d'informations s'améliorent, alors le Burkina Faso peut contenir temporairement ce type d'opération au prix d'une pression accrue sur les ressources administratives et sécuritaires. Dans ce cas, la menace ne disparaît pas. Elle se déplace vers des zones perçues comme moins vigilantes, maintenant un niveau de risque diffus, mais gérable. Le deuxième scénario, plus favorable, repose sur une coordination régionale accrue. Si les données collectées sont partagées de manière systématique et que des protocoles communs émergent entre États voisins, alors l'effet dissuasif s'amplifie. Les réseaux cherchant à tester des failles institutionnelles se heurtant à des réponses plus homogènes, réduisant l'intérêt stratégique de telles opérations. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso consolide sa position comme acteur moteur de la vigilance sahélienne et la lecture portée par Ibrahim Traoré gagne en crédibilité auprès des partenaires régionaux. Le troisième scénario, plus risqué, envisage une adaptation rapide des acteurs extérieurs. Si les commanditaires interprètent la saisie comme un simple contretemps, alors ils peuvent ajuster leurs méthodes, fragmenter davantage les flux et exploiter d'autres couvertures économiques ou humanitaires. Cette évolution rendrait la détection plus complexe et déplacerait la menace vers des espaces moins préparés. Les tensions internes pourraient alors s'accroître,
nourrie par la fatigue sécuritaire et par des campagnes de désinformation visant à brouiller la perception des enjeux réels. Ces trois trajectoires ne s'excluent pas mutuellement. Elles décrivent plutôt un éventail de possibles, dépendant des décisions prises dans les mois qui suivent. La recommandation centrale est donc cognitive, avant d'être technique. Traiter l'événement non comme une crise close, mais comme un signal d'apprentissage. Si l'État lit correctement ce signal, il peut anticiper. S'il le banalise, il s'expose à des répétitions sous des formes nouvelles. Dans tous les cas, l'enjeu dépasse la seule sécurité. Il touche à la capacité collective à transformer une alerte en stratégie durable, sans céder ni à l'excès de confiance, ni à la paralysie. À ce stade du récit, l'affaire cesse d'être perçue comme une succession de décisions institutionnelles pour devenir une question plus intime. Pour de nombreux citoyens, elle met en lumière la fragilité des équilibres qui structurent le quotidien, même loin des zones de contrôle ou des centres de pouvoir. Les routes empruntées par le convoi sont aussi celles utilisées pour le commerce ordinaire, le travail, les échanges familiaux. Comprendre qu'elles peuvent servir à autre chose modifie le regard porté sur des gestes banals. Pour les travailleurs du transport et de la logistique, l'épisode agit comme un révélateur. Il rappelle que chaque maillon d'une chaîne peut devenir critique, volontairement ou non. Cette prise de conscience entraîne une attention accrue aux documents, aux itinéraires et aux incohérences, non par crainte de sanctions, mais par souci de responsabilité. La frontière entre activité économique et enjeux sécuritaires apparaît alors moins nette qu'auparavant. Chez les jeunes, l'affaire prend une dimension pédagogique. Elle montre que les menaces contemporaines ne se manifestent pas toujours par la violence directe, mais par des mécanismes discrets, souvent techniques. Apprendre à repérer des signaux faibles, à questionner des récits trop simples, devient une compétence civique à part entière. Cette évolution du regard participe à une culture de vigilance qui dépasse le cadre strict de la sécurité. Dans les familles, enfin le sujet s'invite dans les conversations ordinaires. On ne parle plus seulement de peur ou d'insécurité, mais de choix collectifs, de transparence et de confiance. L'événement agit comme un miroir. Il renvoie chacun à sa place dans un ensemble plus vaste, où l'indifférence peut coûter cher et où l'attention partagée devient une forme de protection. Ainsi, sans imposer de conclusion morale, cette séquence rapproche l'enquête de l'expérience vécue. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas une abstraction lointaine, mais une réalité façonnée par des comportements quotidiens, souvent discrets, mais cumulativement décisifs. À la lumière des enseignements tirés de l'interception, une réponse durable suppose une organisation claire des priorités, plutôt qu'une accumulation de mesures ponctuelles. La première étape concerne la détection. Il s'agit de renforcer les capacités d'observation aux frontières par des outils adaptés, mais surtout par une meilleure intégration des données existantes. Les informations issues des contrôles, des douanes et des forces locales doivent être croisées en temps réel afin d'identifier des convergences anormales avant qu'elles ne deviennent visibles sur le terrain. La deuxième étape touche à la coordination humaine. Les événements ont montré que la réactivité dépend souvent d'initiatives locales bien informées. Formaliser ces circuits, sans les alourdir, permettrait de préserver la rapidité d'action, tout en assurant une traçabilité des décisions. Dans cette optique, des formations ciblées et régulières renforcent la capacité des agents à reconnaître des schémas complexes plutôt que des infractions isolées. La troisième étape relève de la transparence financière. Les flux identifiés durant l'enquête soulignent la nécessité d'outils de suivi capables de relier transactions, intermédiaires et couverture juridique. En exigeant des audits systématiques sur les chaînes sensibles, l'État réduit l'espace dans lequel des opérations dissimulées peuvent se déployer. Cette dimension est centrale pour transformer une saisie en levier préventif. La quatrième étape s'inscrit à l'échelle régionale.
Le partage d'informations avec les pays voisins permet de déplacer la logique défensive vers une anticipation collective. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré insiste sur une approche pragmatique. Coopérer sur des faits vérifiés, plutôt que sur des déclarations politiques, afin d'établir une confiance opérationnelle. Enfin, la 5e étape concerne la communication publique. Expliquer les enjeux sans dramatisation excessive renforce l'adhésion citoyenne et limite les interprétations concurrentes. Cette clarté permet de maintenir l'attention sans installer une fatigue sécuritaire contre-productive. Pris ensemble, ces axes dessinent une feuille de russe de route progressive. Elle ne promet pas l'élimination du risque, mais une capacité accrue à le reconnaître tôt, à le comprendre et à y répondre de manière cohérente. Lorsque les armes saisies sont fondues publiquement, l'image marque durablement les esprits. Le métal, autrefois destiné à nourrir la violence, devient une cloche forgée devant la population. Au centre de cette scène se tient Moussa Kaboré, immobile, tenant l'objet encore chaud, entouré de regards silencieux. Ce geste n'efface pas la menace, mais il la transforme en symbole compréhensible, accessible, presque intime. Ibrahim Traoré rejoint alors la foule sans emphase. Son message est simple. La victoire ne réside pas dans l'exposition d'un trophée, mais dans la capacité collective à reconnaître un danger avant qu'il ne frappe. La cloche ne célèbre pas un triomphe militaire. Elle rappelle une vigilance partagée, née d'une nuit où l'attention d'un homme a empêché une mécanique invisible d'aller à son terme.